Alors, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent ce soir avec nous pour assister à cette conférence qui porte sur la thématique de la télémédecine et l'accès aux soins dans les zones rurales. En effet, comme vous le savez, il y a de plus en plus de difficultés pour accéder aux soins dans les zones rurales. Ceci peut être fait dû aux médecins qui sont de moins en moins sur les campagnes ou des médecins spécialistes ou généralistes dans les villes, mais aussi parce qu'il y a souvent des personnes âgées qui vivent loin et qui ont des difficultés pour se déplacer. Dernièrement, la tendance de la télémédecine a émergé. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous sommes donc demandé si cette nouvelle technologie va vraiment être une solution pour pallier aux difficultés d'accès aux soins dans les zones rurales. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est la télémédecine. On vous a mis une définition beaucoup plus détaillée selon le Code de la santé publique. Mais en général, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Pour discuter un peu sur ces thématiques, nous avons eu le plaisir d'accueillir nos 4 intervenants. Tout d'abord, Madame Sana Moudnib, généraliste à Clermont-Ferrand, Madame Myriam Hatim, doctorante au sein de Clermont, Monsieur David Piatti, délégué régional de l'association de patients SILC, qui va d'ailleurs nous parler un peu plus sur cette association, et Monsieur Jean-Yves Boire, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Veuillez s'il vous plaît les applaudir. Maintenant, je vais laisser un peu la parole pour que vous puissiez un peu vous présenter et n'hésitez surtout pas à nous exposer votre vision sur la télémédecine et pourquoi pas, tout ce que vous voulez dire sur la télémédecine. On commence, si vous voulez, par Madame Myriam Hatim. Alors, bonjour. Ça marche. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis Myriam Hatim et je suis doctorante de la chaire Santé et Territoire au sein du CLERMA qui est le laboratoire de recherche en sciences de gestion à Clermont-Ferrand. Et je suis donc en première année de thèse et ma thèse en fait en politique et management et politique publique s'intéresse en fait à l'impact des nouveaux dispositifs d'offres de services de santé sur la prise en charge, les processus de prise en charge des patients. Donc il s'agit des dispositifs structurels, qu'on appelle des dispositifs structurels, mais aussi des dispositifs immatériels, comme les dispositifs de la e-santé, dont la télémédecine. Donc je reviendrai sur ça plus tard. Et par contre, la petite présentation, c'est pour tout à l'heure. D'accord. Donc voilà. Ce que je pense en fait en une ou deux phrases en fait de la télémédecine, c'est que les organisations de santé et le gouvernement mettent beaucoup d'efforts en fait dans la promotion, la mise en place en fait de la télémédecine, mais on a tendance en fait à surestimer en fait les promesses qu'apporte la télémédecine pour pallier à certaines difficultés que rencontre le système de santé en France. Et on a tendance à sous-estimer, par contre, en fait, les effets, notamment les effets négatifs que la télémédecine pourrait avoir, et aussi la transformation, en fait, des pratiques des professionnels de santé et la transformation du comportement du client, qui sont pas toujours, en fait, étudiées au niveau des littératures dans les différentes disciplines. Mais j'aurai l'occasion plus tard, en fait, de détailler ceci un peu plus. Donc, je passe la parole. Madame Sana Moudnib. Bonsoir, donc docteur Moudnib Sana, je suis médecin généraliste installé depuis le mois de septembre à Clermont-Ferrand, et je suis aussi médecin coordinateur aux appartements de coordination thérapeutique de Clermont-Ferrand. C'est une association
Donc j'ai une double activité libérale et salariée. En tant que médecin installé, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser la télémédecine. Donc, j'ai pas encore... parce que on n'a pas eu les informations... on a des informations, mais qui sont un peu éparpillées et puis pas très claires pour installer un logiciel, par exemple, parce qu'il faut... Comme vous avez montré dans la définition au début, il faut des outils de télécommunication. Et ces outils, ils sont pas... il faut qu'ils soient cryptés, il faut que ça soit accepté par le patient. Et pour avoir toutes ces informations, alors les interlocuteurs qu'on a, ce sont des entreprises privées qui vont vendre leurs services. Et donc, on est toujours un peu réticent pour adhérer. En plus, ça a un coût pour le cabinet, surtout quand on vient de commencer. Donc, ça porte à réfléchir. Et aussi, en tant que médecin installé, je n'ai pas dû aller loin, parce que vous avez parlé du désert médical dans les zones rurales. Moi, je me suis installée, parce qu'il faut savoir que ça ne touche pas que les zones rurales. Le désert médical, à Clermont-Ferrand, il y a des quartiers qu'on appelle prioritaires de la ville. Par exemple, moi, je me suis installée dans le quartier de Saint-Jacques, qui a vu, dans les 10 dernières années, le départ de 4 médecins et d'un cabinet de SOS médecins qui n'ont pas été repris. Et donc, je me suis retrouvée tout de suite sans avoir repris de patientèle ni de cabinet d'un médecin qui a cessé son activité dès le départ avec un planning déjà rempli. Donc, pour intégrer en plus la téléconsultation, c'était pas la priorité dans les premiers mois d'installation. Donc voilà ma petite expérience avec la télémédecine. Mais bon, on va aborder, je pense, plusieurs aspects. Bon, ça va être assez polémique, mais j'ai accepté de venir à cette conférence demandée par des étudiants parce que j'ai trouvé c'était assez amusant de voir la naïveté des questions. Et je me suis dit, bon, j'ai la possibilité d'avoir le temps, je peux venir. Alors, j'ai quelques compétences pour en parler, puisque j'ai été responsable des technologies pour la santé en France à l'Agence nationale de la recherche. Et donc, à ce titre, je gérais les programmes de télémédecine. Et puis, je le faisais aussi au niveau européen avec un programme d'assistance au maintien, à l'ambiance, à l'environnement des patients, et dans le cadre des personnes âgées, mais aussi des maladies chroniques. Et dans ce cadre-là, évidemment, j'avais à traiter les problèmes de télémédecine et à financer les programmes de recherche qui mélangeaient à la fois des industriels, des médecins ou des praticiens de santé, et puis aussi des psychologues ou des gens spécialistes des sciences cognitives, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'acceptation, et le fait de l'acceptation est un élément extrêmement important dans les démarches correspondantes. Alors, donc, ceci pour dire que j'ai quelques compétences pour en parler, et je pourrais dire de façon assez polémique que télémédecine, c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais dit à une commission sénatoriale juste avant la mise en place du décret d'application de la télémédecine qui avait été proposé par Pierre Simon. Et à cette réunion, j'avais dit que pour moi, télémédecine, ça voulait dire médecine à distance, et que la médecine, pour moi, c'était pas à distance. La médecine, pour moi, ça se fait entre quatre yeux, entre un praticien et un malade et un patient. Ça veut dire que ce praticien, il est susceptible de prendre en charge à la fois la pathologie, mais pas seulement. Ça veut dire aussi tous les multiparamètres qui sont liés à la pathologie, à l'environnement social, etc. Et c'est vrai qu'un médecin, il a un rôle social qui est extrêmement important. On le perd de plus en plus, mais il est quand même très important. Et c'est vrai que le rôle du médecin de campagne, qu'on a connu, il se perd pour plein de raisons. On y reviendra tout à l'heure.
Cela étant, la télémédecine, pour moi, c'est donc une assistance à la médecine qui peut être extrêmement importante, je l'ai dit, pour les maladies, surveillance des maladies chroniques, surveillance des personnes âgées, surveillance de la cardio, des maladies cardiaques, etc., etc. Et c'est donc un outil qui peut être extrêmement pertinent pour aider à l'exercice de la médecine. Alors après, est-ce que, et justement en réponse à cette première question, est-ce que la télémédecine peut pallier les problèmes de désertification? Tout à l'heure on en parlait, Jean Cassagne qui est là et qui connaît bien la téléconsultation, puisqu'il a mis en place en Auvergne une téléconsultation de cardiologie depuis déjà quelques années, donc il pourra en parler. Mais c'est vrai que ces outils peuvent être très utiles pour apporter des contributions pour le suivi des patients, pour la mise en alerte vis-à-vis des patients. Cela étant, si on parle de désertification médicale, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Moi, je pense que c'est un problème d'aménagement de territoire. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Ça veut dire qu'il y a un problème d'installation de jeunes médecins dans ces zones où il y a moins de médecins. Alors, pourquoi ? Eh bien, d'abord, le premier élément, c'est que les études de médecine sont des études très longues, difficiles, avec des caps qui sont extrêmement lourds, à la fois la première année, mais aussi le concours d'internat, la préparation. Ça fait des années d'études, à travailler, et on recrute les étudiants de médecine jusqu'à maintenant avec le concours. Ça va changer puisqu'on change les règles, mais ça ne changera pas grand-chose à la sélection. On sélectionne sur deux qualités principales, la capacité de travail. Et je peux vous assurer que les jeunes étudiants en médecine sont des bosseurs, sinon ils ne passent pas, et sur une capacité de mémoire. Et je peux vous assurer que c'est deux compétences. Alors après, pour s'amuser, on dit souvent que pour passer médecine, il faut avoir ces deux qualités, être une fille et avoir mention au bac. Alors, et effectivement, c'est pas faux. Il y a une grande féminisation dans les études médicales, ce qui explique aussi que ces jeunes filles, à qui on le demande à la fin de leurs études pourquoi vous voulez pas aller à la campagne, elles disent écoutez, moi je suis en sacerdoce depuis 10-12 ans, ça veut dire que je vis pas, je fais rien, et vous me demandez d'aller continuer à faire ça dans la campagne. Ben non, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être à côté de mes enfants, j'ai envie d'avoir la proximité de la ville, du cinéma, des restaurants, pouvoir profiter un peu de l'argent que je suis susceptible de gagner. Et ce schéma de vie-là, eh bien, il est compréhensible. Il est difficile, mais il est compréhensible. Alors, il y a d'autres éléments qui interviennent. Par exemple, le fait d'être isolé, loin des spécialistes de santé, les spécialistes cardio, neurochir, radio, etc. Et puis la difficulté de mettre en place donc ces réseaux de soins, déjà entre praticiens médecins, mais aussi avec les autres disciplines paramédicales. Donc c'est une vraie difficulté qui existe aujourd'hui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, des médecins, il n'y en a jamais eu autant en France, c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas forcément bien répartis. Bon, on avait quand même 8000 étudiants qui sortaient de chaque année des études de médecine il y a quelques années. Il y a un politique qui a dit il y a trop de médecins, ça veut dire que ça coûte trop cher. Si on diminue le nombre de médecins, ça coûterait moins cher. Donc il a eu l'intelligence de baisser le concours à 3000, même moins je crois. Et puis effectivement maintenant on paye ça parce qu'on a sorti moins d'étudiants et pour rattraper le retard ça va demander beaucoup de temps quand même. Un cabinet médical fonctionne avec une moyenne de 800 patients. Donc si vous faites le calcul, on est un peu plus de 67 millions d'habitants. Vous faites le calcul, 67 millions divisé par 800, vous saurez le nombre de médecins qu'il faut. Il y en aura, on fait pas le compte quand même, on n'a pas le compte. Alors, est-ce que la téléconsultation peut être, et j'en finirai là pour moi, pour cette première partie, est-ce que la téléconsultation peut être une aide pour pallier cette déficience ? Eh bien, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter des médecines à différentes vitesses ? Il est évident, et c'est vrai que c'est difficile, il est évident que si à Clermont-Ferrand, quelqu'un dans la salle fait un problème d'infarctus, il va pouvoir aller à l'hôpital un quart d'heure après, parce que nous avons un service de cardio extrêmement pointu à Clermont, 15 minutes après, vous êtes vous recevez votre pontage. Si vous êtes à Paris, vous avez peu de chances que ça vous arrive. Vous allez tourner déjà 3 fois autour du périph' avant de trouver une place dans un hôpital. Après, il va falloir trouver la bonne équipe, etc., etc. Mais il n'y a pas que dans les campagnes qu'il y a des difficultés. Hein. Donc, effectivement, si vous êtes à très très loin dans la campagne, ça va être plus difficile pour vous amener.
dans un temps aussi court. Donc l'égalité des soins, pour moi, elle sera difficile à mettre en place. Mais bon, l'égalité, en général, elle est difficile à atteindre. On ne peut pas tous habiter à côté de l'hôpital. Après, l'hôpital, aujourd'hui, vit des difficultés qui sont complexes, et on pourrait en parler aussi. Quand je vois mes collègues, ils sont tous dans un état d'énervement qui dépasse les bornes, et tous disent on ne peut plus travailler correctement. Je pourrais prendre des exemples dans différents services. La réanimation pédiatrique, on en parle beaucoup actuellement. Par exemple, ils travaillent actuellement à la moitié des effectifs, et pourtant ils ont des postes non occupés. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ces postes ne sont pas remplis, alors qu'ils ont des personnels qui sont formés pour les occuper. Donc vous voyez, c'est un système, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Voilà, j'arrête là pour l'instant. Bonjour à tous, donc je suis David Piatti, je m'occupe d'une association de patients de maladies chroniques, une leucémie lymphoïde chronique avec des traitements à vie, donc là-dedans. Donc on parle de télémédecine, je vois un intérêt, puis en même temps, pour moi, il y a des limites. Il y a un intérêt par rapport au vieillissement de la population, le suivi approfondi des maladies chroniques là-dessus, parce que souvent, ça permet d'ajuster la posologie, tout ça, enfin bon, et puis d'alerter. Mais par contre, s'il n'y a pas de réseau autour, quand je dis réseau, c'est tout le paramédical, infirmier, kiné, ambulance, effectivement, c'est tout ça qui pose question. Donc la télémédecine toute seule ne peut pas aller. Moi, je vous donne un exemple. Aux Ancises, le professeur était au CHU Estin, il a son patient, il dit de venir, le gars ne trouve pas d'ambulance avant midi. Quand il arrive là, il était en coma. Donc 8 jours de réa avant de pouvoir le traiter pour l'hématologie. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut arriver à mettre en place. Et après, c'est quelque chose qui s'inscrit, la télémédecine s'inscrit dans un complément à la médecine traditionnelle. Et puis aussi des choses très claires, les docteurs le diront mieux que moi, ce qu'ils appellent la clinique, ainsi de suite. Il y a des moments, il y a aussi des choses qui se voient comme ça. Donc voilà la première partie, ce que je voulais dire. Mais pour moi, quand j'ai vu la question, la désertification rurale... c'est autre chose, c'est pas la télémédecine qui pourrait y répondre. Voilà, excusez-moi, je le dis comme ça. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, comme vous le savez déjà, vous pouvez poser des questions aux 4 intervenants tout au long de la suite de cette conférence. Si vous êtes à l'aise à l'oral, vous pouvez demander à ma collègue Anaïs le micro pour poser des questions. Sinon, vous pouvez juste accéder au lien ou au clap. Je vous laisse un petit temps pour accéder au lien ou au clap. Et en parlant de... Ah oui, Anaïs. Merci. Oui, Jean-Yves, tu as eu la gentillesse de dire que j'avais un peu d'expérience sur le sujet et j'ai compris qu'on avait ici même un public d'étudiants. D'emblée, je souhaiterais qu'on définisse bien la télémédecine. La télémédecine, c'est pas seulement la téléconsultation. Il y a 5 actes qui sont reconnus télémédecine. La téléconsultation, et c'est effectivement de ce sujet-là que l'on parle dans les zones à moindre densité médicale. Est-ce que ce mode nouveau d'exercice peut apporter, parmi d'autres bien sûr, une amélioration à l'accès aux soins? Il y a ensuite la télé-expertise, c'est-à-dire un médecin qui demande à un collègue plus qualifié que lui son avis sur un cas. Ça, on ne va pas en parler, parce que ce n'est pas votre sujet, si j'ai bien compris, même si certains actes de télé-expertise sont rentrés dans le droit commun, c'est-à-dire sont aujourd'hui remboursables par l'assurance maladie. Ensuite, vous avez la télésurveillance médicale. Et c'est là, Jean-Yves, que tu faisais allusion à mes activités. Pour les maladies chroniques en particulier, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, diabète, pour ne citer que les grandes pathologies qui peuvent en bénéficier, on peut mettre en place des systèmes de surveillance à distance avec télétransmission de constantes surveillées quotidiennement. C'est ce que j'ai mis en place en Auvergne il y a un peu plus de 10 ans, que j'ai appelé Cardio-Auvergne, et qui aujourd'hui a inclus un peu plus que 2000 patients insuffisants cardiaques graves.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, vous n'êtes pas médecin, donc on ne rentre pas dans les détails, mais ce mode de télésurveillance des patients très graves peut apporter des résultats absolument fabuleux, puisqu'on accompagne ces patients, on les guide, on rectifie les thérapeutiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la téléassistance médicale. C'est un professionnel médecin qui va assister un de ses collègues dans la réalisation d'un acte. Ce n'est pas notre sujet ce soir. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne la régulation médicale. Donc je voulais préciser tous ces termes-là parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et ce soir, je pense, c'est ce que vous souhaitez, n'est-ce pas, on ne parle que de téléconsultation. C'est-à-dire du premier niveau, c'est-à-dire l'accès aux soins, un patient qui a besoin de consulter et qui ne trouve pas de médecin disponible pour répondre à ses besoins. Jean-Yves a dit que ce n'était pas de la médecine. Mais moi, je prétends le contraire. Je prétends que c'est de la médecine et qu'on peut même faire ainsi de la très bonne médecine. Sauf qu'il faut changer le parcours de soins. Et c'est ce que nos responsables politiques n'ont pas compris. Et peut-être aujourd'hui, enfin si, ils commencent à le comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la téléconsultation tout seul. Un malade tout seul, un médecin tout seul, eh bien ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, les paramédicaux. Les paramédicaux, aujourd'hui, prennent une place absolument fondamentale dans cette chaîne de soins. Et ça, le ministère ne l'a reconnu que récemment, puisque les paramédicaux, au premier chef, les infirmiers et les infirmières, dans 90% des cas, ne peuvent être honorés dans leur acte d'assistance que depuis le 1er janvier dernier. Donc vous voyez que c'est tout récent. Hein, c'est rentré à la nomenclature depuis le 1er janvier. Alors elles ne sont pas beaucoup payées, certes, mais néanmoins, aujourd'hui, ce sont ces paramédicaux, infirmiers, infirmières ou pharmaciens, pharmaciennes, qui disposent des outils communicants, on va appeler ça des dispositifs médicaux communicants, mais pas des objets connectés, parce qu'il y a des exigences de qualité, marquage CE, etc. Donc ce sont eux qui vont avoir la maîtrise de ces outils et télétransmettre au médecin du patient les informations qui permettra au médecin de dialoguer avec son patient et de recevoir les informations utiles pour faire le diagnostic. Hein? Okay. Alors, je suis un petit peu long, excusez-moi. Pour simplement répondre, je crois que c'est Jean-Yves qui a évoqué aussi cette situation-là, disant qu'avec cette téléconsultation, on perdait le contact humain que l'on veut absolument défendre et qui est absolument fondamental dans tout acte médical. Et je prétends que cette allégation est fausse parce qu'aujourd'hui, le contact physique peut être assuré par le paramédical, c'est-à-dire l'infirmier, l'infirmière ou le pharmacien et la pharmacienne. Et il y a de nombreuses études extrêmement documentées, qui ont montré que le médecin qui téléconsultait, donc à travers son écran d'ordinateur, avait une attention beaucoup plus soutenue au dialogue et à l'observation de son malade quand il est dans son bureau en présentiel avec un patient qui ne regarde pas. Tout ça a été étudié, chiffré. Le temps d'attention du médecin à son malade quand il est en face de lui, c'est pas beaucoup de temps. Souvent, il joue avec la souris de son ordinateur, il commence à remplir les papiers parce qu'on est submergé par des tâches administratives. Alors que quand on fait une téléconsultation, et j'en sais quelque chose, à travers un écran d'ordinateur, il faut absolument être très attentif à toutes les mimiques de son patient si on veut effectivement assurer son diagnostic. Bon, j'en reste là. Je pense que j'aurai l'occasion de vous faire part d'autres réflexions tout à l'heure. Alors, nous aimerions que le public réponde à ces deux petites questions. La première, c'est: seriez-vous prêt à utiliser la télémédecine pour une maladie type grippe gastro, pour qu'on puisse avoir des pourcentages? Et la deuxième question: seriez-vous prêt à entrer dans une cabine de télémédecine pour un diagnostic plus spécifique type ophtalmologie? Vous avez oui, non ou sans opinion.
On vous laisse un petit peu le temps pour répondre. Anaïs, il y a une question. Allô? Ouais. Alors moi j'ai juste une question. La cabine de télémédecine, elle est où? Est-ce que elle est emmenée chez les gens ou est-ce que c'est chez le médecin? C'est où? Alors, et c'est quoi aussi Depuis l'année dernière, les médecins généralistes ont été sollicités par la Sécurité sociale et on leur a proposé de s'équiper d'un boîtier de télécommunication pour gérer les téléconsultations. Alors, comme on leur donne 500 € pour récupérer le boîtier, je pense que tous ceux qui étaient au courant l'ont fait. Maintenant, de là à ce qu'ils s'en servent, ça sera une autre paire de manches. C'est compliqué, Mais cela étant, il y a un effort des structures de soins qui essaient de promouvoir ces outils. Donc, ils existent. La difficulté pour un médecin, c'est trouver, on l'a vu tout à l'heure par rapport à une jeune médecin qui vient de s'installer, la difficulté c'est quelle est la part de son temps qu'elle peut mettre à disposition pour faire de la téléconsultation. Et donc il y a des médecins qui travaillent sur rendez-vous, d'autres médecins qui travaillent sans rendez-vous. Ça veut dire que si on veut faire de la téléconsultation, il faut bloquer des horaires et ça veut dire que les patients doivent se mettre au diapason de ces horaires. Par rapport à ça. Je suis d'accord que l'attention d'un médecin par rapport à une téléconsultation doit être plus importante que la consultation de tout va, surtout quand on voit les cabinets qui débordent. C'est pas un exercice simple. Moi, je connais des jeunes médecins qui travaillent à 3 patients à l'heure. Et gardent le dernier quart d'heure pour les urgences. Il y en a d'autres qui travaillent à 10 minutes, 5 minutes. Et là, c'est encore une fois peut-être pas la même médecine. Donc, c'est compliqué. C'est des choses qui sont pas simples. Alors, l'exemple de l'ophtalmo, c'est pas forcément un bon exemple parce que l'ophtalmo est une spécialité de médecine qui est extrêmement technique. Mais derrière la technique, il y a une vraie connaissance de spécialité. Alors, certains de mes collègues spécialistes, souvent, disent « Oh, mais ils ont un peu perdu leur médecine et leur clinique. » Mais malgré tout, ils ont des compétences, vous savez, pour faire ophtalmo. Il faut être parmi les premiers, alors pour plein de raisons, pas parmi les premiers du concours d'internat. Et donc, voilà. Après, il y a une très grande technologie. Donc, derrière la technologie, la téléconsultation, elle peut très très bien s'appliquer. On peut très bien. D'ailleurs, il y a plein d'exercices du travail d'ophtalmo qui est fait maintenant par les opticiens, par des cabinets techniques. Donc, effectivement, ça rentre dans ce que disait le professeur Cassagne tout à l'heure, avec l'assistance paramédicale qui peut apporter une aide considérable. Je ne voudrais pas monopoliser la soirée. Néanmoins, pour compléter ta réponse, ce que l'on entend par cabine de télémédecine, ce sont des équipements qui sont concentrés effectivement dans une cabine. Donc il y a actuellement effectivement une grosse pression commerciale pour que des municipalités, des pharmaciens s'équipent de ces outils où le patient, se glissant dans cette cabine, va pouvoir lui-même télétransmettre sa température, sa tension artérielle, voire même son électrocardiogramme. Alors, connaissant bien les outils et toute l'ambiance mercantile qu'il y a autour, je peux dire que c'est une grosse bêtise aujourd'hui que d'investir dans ces outils-là, qui vont coûter à peu près 50 000 €, alors que pour un peu moins de la moitié, on peut avoir tous les dispositifs médicaux communicants, l'ordinateur portable et tout ce qui va avec, qu'il soit installé sur un chariot, ce qui est en général le cas dans les EHPAD, ou qu'il soit dans une valise, ce qui est en général plus facile à manipuler pour aller au domicile du patient, par l'infirmière. Sur la question de l'ophtalmologie, alors c'est un assez bon exemple, l'ophtalmologie, parce qu'effectivement, il y a une évolution des pratiques et un paramédical va là aussi être indispensable
à la transmission de l'information. Les orthoptistes vont pouvoir recueillir beaucoup d'informations. Déjà depuis 3-4 ans, on a mis en place dans les Combrailles, pas loin d'ici, un dépistage de la rétinopathie diabétique, par exemple. Or donc, des orthoptistes vont sillonner le territoire, réaliser les fonds d'yeux et les télétransmettre à l'ophtalmologiste qui, lui, est qualifié pour lire l'image du fond de l'œil. Il en va de même, pour revenir à ma spécialité, de l'électrocardiographie. Tout le monde peut enregistrer un électrocardiogramme, c'est pas difficile. L'interpréter, il faut effectivement un petit peu plus d'expérience. Mais ces images, comme toutes les images, peuvent être parfaitement télétransmises avec une qualité qui est aujourd'hui absolument irréprochable. Vous pouvez tout télétransmettre, pour vous donner un exemple absolument détestable qui a été aujourd'hui fort heureusement corrigé, mais il y a eu une époque où la moitié des IRM, imagerie par résonance magnétique, nord-américaine, étaient interprétées en Inde. Pour dire qu'aujourd'hui, on peut télétransmettre beaucoup de choses sans perte d'information. Donc pour l'ophtalmologie, effectivement, c'est une bonne technique. Je vais aussi compléter la réponse. Concrètement, pour cette jeune fille, par exemple, qui veut faire une téléconsultation, il n'y a pas besoin de se déplacer. Il suffit d'avoir... Alors les outils, c'est pas quelque chose de très formel. Il y a plusieurs plateformes sur Internet. Il suffit d'avoir un smartphone ou une webcam sur votre ordinateur qui vous permettent de vous mettre en contact à distance avec le médecin que vous consultez, et c'est considéré comme une téléconsultation. Donc je vous laisse imaginer, pour une personne jeune qui a un smartphone, qui est à l'aise avec la technologie, ça va être facile. Encore faut-il parce que c'est réglementé, par exemple, il faut que ça soit votre médecin traitant qui le fasse, ou un médecin qui vous aurait vu dans les 12 derniers mois. Donc, ou un médecin spécialiste, qui dans le parcours de soins. Je vais vous contrarier, parce qu'il faut effectivement, comme vous venez de le dire, respecter le parcours de soins. Oui. C'est-à-dire les conseils de l'ordre médecins et l'assurance maladie ont édicté des règles qui ne devraient pas être contournées. C'est-à-dire que le respect du parcours de soins veut dire que le patient va consulter son médecin référent. Et ils ont même rajouté une condition que vous venez d'évoquer, c'est que ce patient ait consulté ce médecin-là au moins une fois en présentiel au cours de l'année écoulée. Donc, avec ces conditions-là, vous imaginez la restriction qui est imposée, et ça, c'est dans le but d'éviter toute ubérisation de la médecine, c'est-à-dire d'éviter le développement de plateformes, comme il en existe certaines déjà en France. Je vous en donnerai les noms si vous le voulez, mais elles peuvent, ces plateformes, réaliser ce que l'on appellera du téléconseil. Vous pouvez effectivement demander à Livy ou à Elfie, qui, pour Elfie par exemple, a 4 médecins dont 2 retraités. C'est bien pour des médecins retraités de faire de la téléconsultation. Sauf que quand vous habitez Clermont-Ferrand et que vous consultez un médecin qui est à Montpellier, vous ne serez pas remboursé de cet acte. Ça s'appelle du téléconseil et pas de la téléconsultation. Donc on va essayer d'oublier ça. Et puis, je ne dis pas qu'on s'en félicite, mais presque. Vous avez tous eu connaissance ces jours derniers des arrêts de travail qui étaient délivrés par des médecins soi-disant français mais installés en Allemagne, qui, dans la mesure où vous avez cliqué dans les cases ad hoc, vous envoyez un arrêt de travail. Alors, donc, ça, c'est de la folie. D'une part, c'est totalement interdit. Donc, vous ne pouvez pas, comme vous le dites, avec votre smartphone, faire de la téléconsultation. Tout ça doit passer par des réseaux absolument protégés. Il y a des exigences de confidentialité et de sécurisation des données qui font que vous êtes obligé de passer par des réseaux cryptés et avec des logiciels qui ont eu les marquages adéquats par l'assurance maladie et les conseils de l'ordre. Et comment ça se fait qu'il y a des médecins qui utilisent Skype ou FaceTime Ils sont dans l'illégalité totale.
Ils sont dans l'illégalité. Alors on y est tous depuis très longtemps. Il y a très longtemps qu'on envoyait avec nos smartphones des images de dermatologie en particulier, ou que moi je recevais des électrocardiogrammes sur mon smartphone, mais c'est totalement illégal. Alors, si on veut parler de l'aspect technologique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Auvergne est une région qui a été très très tôt équipée de la grille, c'est-à-dire de la fibre, d'installation des fibres sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a eu une installation. D'ailleurs, il y avait l'ARDOC qui s'en servait pour développer la surveillance des cancers du côlon, cancer du sein. C'est une association qui travaille bénévolement pour surveiller la détection de ces pathologies. Ils envoient des pochettes pour que les gens fassent des examens à partir d'un certain âge. Donc l'Auvergne a été très très bien équipée au niveau de la fibre, au niveau des infrastructures. Et par exemple, pour la petite histoire, Aurillac a un supercalculateur qui est utilisé pour le génome, pour les études génomiques, et qui est un site qui est utilisé mondialement pour ses bases de calcul sur le génome. Donc on a une région qui est très très bien équipée. Et puis la fibre est en train d'arriver chez les particuliers. La fibre, ça veut dire une technologie extrêmement rapide, extrêmement sérieuse, qui va permettre de connecter les gens avec des débits extrêmement rapides et avec des moyens de mettre en place, par exemple pour les personnes âgées ou pour les maladies chroniques, des outils de surveillance extrêmement pertinents et à des coûts vraiment extrêmement faibles. Alors, l'autre problème, on parle de cryptage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe aucun moyen, mais vraiment aucun moyen, de crypter des données de façon sûre. Jamais. Tout système de cryptage a vocation à être percé dans les jours qui suivent sa mise en place. Pour la petite histoire, vous avez peut-être entendu parler de Tesla, c'est un fabricant de voitures. Il a développé donc un logiciel de gestion de la conduite autonome qui est très en avant sur tous ses concurrents. Et là, il offre 1 million et une Tesla Model 3 à qui va trouver à percer le secret de son cryptage. À mon avis, il va les perdre et ils vont perdre une Model 3 parce que de toute façon, les pirates sont très 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 puissants et ils arrivent toujours, même les systèmes militaires se font transpercer. Alors on n'est plus à l'époque, moi je me souviens au début de ma carrière, à Paris, les dossiers médicaux transitaient sur le fil cuivre, c'est-à-dire le fil téléphonique, entre les différents hôpitaux de Paris et avec une illégalité totale, parce qu'il y avait tout à fait facile, c'était très facile d'aller récupérer ces dossiers et d'aller les divulguer si nécessaire. Après, on peut arriver à garder des choses secrètes, mais c'est très difficile. On avait un de nos collègues qui était à la communauté européenne, qui était un biophysicien de Saint-Étienne au départ. J'ai oublié son nom, mais il a joué un rôle important. Et à une époque, il avait, justement dans ces problèmes de technologie, il avait proposé aux pays européens de mettre en place un réseau satellite basse altitude pour gérer les données de santé. Et ça aurait été un moyen, comme les militaires le font, de gérer une très grande sécurisation. Qui pour autant ne serait pas parfaite, mais ça aurait été un outil assez fabuleux. Mais le coût a été tellement important que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, ça serait faisable. Mettre en place des satellites basse altitude, c'est des coûts qui sont beaucoup plus accessibles. J'avais une question, bonsoir. J'avais une question par rapport aux cabines donc, de télémédecine. Je pense que le plus gros frein déjà pour ces choses-là, ça va être les usagers. Savoir s'ils vont vouloir changer de comportement et, comme on l'a vu avec les questions précédentes, accepter le fait de faire des téléconsultations. Moi, le premier gros frein, on va dire, sur ce sujet-là, ce serait l'hygiène. Déjà que dans les hôpitaux, il peut y avoir des risques quand on y rentre d'attraper des maladies autres que celles pour lesquelles on était venu pour se faire traiter. Alors dans les cabines, c'est des endroits encore plus confinés. Enfin, je visualise mal comment ça peut être fait. Donc j'imagine quelque chose de très confiné où justement les microbes pourraient facilement rester et donc facilement s'échanger entre patients.
On va pas se répondre sur la désinfection de la cabine, parce que c'est pas un vrai problème. Et peut-être plutôt je réponds sur votre réflexion, la réticence des patients. Eh bien, toutes les études montrent que ce ne sont pas les patients qui sont réticents. Et les patients sont tout à fait, acceptent volontiers, mais très volontiers, d'évoluer dans leur pratique. Ceux qui sont réticents, ce sont les médecins qui n'évoluent pas dans leur pratique. C'est une corporation extraordinairement routinière et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à les faire évoluer dans leur pratique. Alors tout ça, bien sûr, doit s'organiser, comme tu l'évoquais, Jean-Yves. Il y a des horaires réservés pour faire ça, les prises de rendez-vous, etc. Ça, c'est pas le sujet. C'est facile à traiter. Et puis juste une remarque à propos de la sécurisation des données. Bon, faut pas être totalement parano, hein, quand même. Bien sûr, on ne voudrait pas que notre assureur ou notre employeur tombe sur notre dossier médical. Mais néanmoins, aujourd'hui, je peux vous dire, pour avoir travaillé dans une société qui s'occupe justement de tiers de confiance, comme on dit, une société locale que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Almeris, que la sécurisation des données est quand même très importante. Hein. Et aller choper un dossier qui serait hébergé chez Almeris, moi, c'est pas le premier hacker venu qui va y arriver, hein, je veux dire. Hein. Alors, je complète juste un truc pour le contact entre le malade et le médecin par l'intermédiaire du paramédical. Il faut des outils reconnus, hein, des dispositifs médicaux communicants qui aient subi tous les contrôles ad hoc. Hein. C'est pas la montre connectée que vous trouvez à la FNAC, hein, quand même. Hein. On est un petit peu plus exigeant que ça, justement pour que ces outils aussi soient sécurisés. Et en fait, le seul acte médical qui ne soit pas aujourd'hui totalement accessible à la télétransmission, c'est la palpation. Hein. Mais effectivement, faire de la visioconférence avec votre patient, recueillir beaucoup de données, tout ce qui se voit, gorge, oreille, nez, rectum, tout, vous pouvez tout montrer. Et puis, par contre, ce qui manque, c'est effectivement le bout des doigts. Alors le bout des doigts, l'auscultation, hein, ça ne pose pas de problème. Hein, je peux vous dire, l'auscultation cardiaque ou pulmonaire, elle est d'une qualité tout à fait égale à ce qu'on peut faire en direct. Hein. Par contre, effectivement, le bout des doigts nous manque. Alors le bout des doigts de l'infirmière, bon, peut remplacer une partie de nos bouts de doigts, mais pas totalement. On est en train de travailler tout de suite sur la télétransmission d'échographie, bien sûr. Hein. Donc ça, mais ça, encore une fois, ça ne va pas remplacer. Pour les chirurgiens, par exemple, quand je fais une conférence, ils me disent le plastron, comment tu fais un diagnostic de plastron d'une péritonite appaniculaire? Ah bah oui, bien sûr, là, ça nous manque un petit peu. Hein. Mais enfin, bon, les infirmières, on peut aussi leur apprendre. Hein. Maintenant, nous aimerions vous diffuser une vidéo qui aborde le sujet de la télémédecine. Au cours de l'année passée, 2 fois, de communiquer avec les confrères dermatologues, de leur envoyer une image, de leur passer auparavant un coup de fil pour leur dire voilà, j'ai rencontré un patient, j'ai dans telle et telle situation, il a tel âge, il a telle pathologie. Quelque chose de visuel comme une lésion cutanée, c'est quelque chose qui se prête évidemment bien à un usage de la télémédecine. Certains pays comme la Norvège ou d'autres pays font des activités de téléconseil relativement importantes et ça nous paraît quelque chose d'intéressant qui n'est pas forcément dans le cadre actuel mais qui devrait être développé où effectivement le médecin généraliste en particulier pour économiser du temps médical prend 1 heure ou 2 heures de sa journée pour appeler ses patients, pour échanger avec ses patients. Je crois qu'il ne faut pas penser que ça va résoudre beaucoup de choses. Je crois que c'est un outil au service d'organisation territoriale. La télémédecine peut être un outil au service d'une meilleure organisation des soins. En ce sens-là, ça nous paraît intéressant, mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour que ça soit réellement efficace et effectif pour nos patients.
c'est la prise en charge des patients âgés qui présentent une maladie de longue durée, une maladie chronique, pour lesquels on va mettre en place un suivi. Ça ne remplace pas la relation, ça ne remplace pas le contact, ça ne remplace pas non plus l'examen clinique, mais il est évident aussi que ça permet de faire des choses dans l'intervalle, complémentaires, supplémentaires éventuellement, et dans ce cadre-là, c'est intéressant. Je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là ce soir. Alors, tout d'abord, avant de commencer les questions, est-ce que vous avez des remarques ou un questionnement sur la vidéo que nous venons de voir? Si vous avez... non. On est un peu tout mélangé. Le diagnostic, l'expertise, la surveillance, il a tout rassé. Je voudrais vu qu'il avait employé le mot téléconseil. Et non pas téléconsultation. Prudent, monsieur, là. Oui. Parce qu'effectivement, ce qu'il nous a montré n'est pas remboursable par l'assurance maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même cette téléconsultation, et non pas conseil, est entrée dans le droit commun, c'est-à-dire reconnue comme un acte inscrit à la nomenclature des actes remboursables par l'assurance maladie depuis 18 mois. Et un médecin généraliste va être honoré au même niveau, 25 € qu'une consultation en présentiel. Hein? C'est effectivement le même niveau. Sous réserve de respecter le parcours de soins. C'est-à-dire que vous soyez le médecin référent du patient et que vous l'ayez vu en consultation présentielle au moins une fois au cours de l'année écoulée. Ce qui réduit quand même beaucoup l'accessibilité de la consultation. Hein? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 1er janvier dernier, l'infirmière indispensable dans la chaîne est honorée à hauteur de 10 €. Bon, c'est pas beaucoup. Mais bon, le pied a été mis dans la porte. Hein. Après, c'est au syndicat de se battre pour se faire payer. Hein. Question technique dont je n'ai pas la réponse. Comment le médecin passe la carte vitale? Quand il y a un intermédiaire qui est l'infirmière, mettons, c'est l'infirmière qui va la télétransmettre. D'accord. Oui. Parce que c'est aussi un des problèmes. Dans les textes, il est indispensable aussi que l'acte soit tracé. Hein. C'est-à-dire que tout ça soit inscrit dans le dossier du patient. Hein. Oui, il y a une nomenclature, mais pour les personnes qui ne sont pas prises en charge à 100%, c'est comme la consultation présentielle. Hein. Et oui, ils ne seront remboursés que du pourcentage et leur mutuelle prendra en charge le reste. Hein. Oui, mais il faut pour les médecins, c'est pas facile. Ça, c'est une question. C'est ça qui fait que. Ils télétransmettent comme aujourd'hui, ils télétransmettent une feuille de soins, c'est pareil. Non, mais pour qu'ils soient payés, il faut qu'ils aient le paiement. Il faut que. Ils télétransmettent à l'assurance maladie la facturation de leur acte, comme ils le font quand ils font une consultation présentielle. Quand vous voyez votre malade en consultation à votre cabinet, qu'est-ce que vous faites? Mettre la carte vitale, ils font la télétransmission. Et sans la carte vitale, il n'y a pas de télétransmission. Oui, mais là, la carte vitale, elle sera télétransmise par l'infirmière qui est auprès du patient. Juste une question technique qui n'est pas... Non, la difficulté n'est pas à ce niveau-là. La difficulté est beaucoup plus aujourd'hui au niveau de ces officines. Elles ne sont pas très nombreuses, certes. Pour trouver une tierce personne qui va assister la personne qui... Alors, la tierce personne qui peut être rémunérée, c'est l'infirmière aujourd'hui. Seulement l'infirmière. Et les pharmaciens? Le pharmacien, non. C'est pas prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu. Enfin, c'est pas... Ils se battent pour. Hein. C'est des métiers qui évoluent. Hein. Alors, des infirmières, aujourd'hui, en France, on a, semble-t-il, suffisamment d'infirmières avec une bonne distribution territoriale. Le maillage des pharmacies, d'officines, reste encore aujourd'hui pas trop mauvais. Hein. Bon, demain, ça va se dégrader forcément, hein, parce que vous avez aujourd'hui des pharmacies orphelines. Hein, pharmacie orpheline, j'entends par là une pharmacie sans médecin dans le pays. Bien évidemment, ces pharmacies-là font plus rien et vont disparaître. Hein. Merci.
Alors, nous avons préparé des questions orientées pour chacun de nos intervenants, mais bien sûr, tout le monde peut répondre. Donc, tout d'abord, pour nos deux intervenants, donc issus du domaine de la recherche universitaire, donc Madame Myriam Amti et Monsieur Jean-Yves Boire, nous voulions savoir, donc, dans le cadre de vos recherches, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer sur l'impact de la télémédecine sur l'accès aux soins. Donc, je vous laisserai répondre avec le diapo que vous avez préparé. Oui, alors moi je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je pense en fait avant d'aborder des problématiques en fait qui sont soulevées par la télémédecine dans le domaine de sciences de gestion, il est peut-être important pour des personnes en fait qui connaissent pas la télémédecine en fait ou qui connaissent très peu comme moi, de revenir sur le contexte dans lequel sont apparus ces dispositifs en fait numériques qu'on appelle donc des dispositifs de e-santé, notamment la télémédecine. Donc, nous avons tous entendu parler d'une manière ou d'une autre des tensions que connaît le système de santé actuel. Et ces tensions proviennent essentiellement en fait, d'un système de santé qui est aujourd'hui inadapté. Donc il est inadapté parce qu'il ne répond plus aux besoins, en fait, les attentes des patients. Parce que c'est des patients qui ont des problèmes, comme on parlait tout à l'heure, d'ophtalmologie. Donc aujourd'hui, il y a un réel problème en fait, d'accès aux soins ou de trouver un rendez-vous médical dans les 48 heures, par exemple, en cas de besoin. Ou des fois, problème à trouver un médecin traitant aussi. Il y a aussi le développement en fait, des pathologies chroniques et le vieillissement de la population qui nécessite en fait, une prise en charge longue, continue et transdisciplinaire en fait, et donc nécessite un travail de coordination qui est très important mais qui est aujourd'hui insuffisant. Donc ce système de santé nourrit aussi le mécontentement des professionnels de santé. Il n'y a qu'à entendre regarder les unes des différents médias aux infos. Donc les professionnels de santé sont mécontents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ont peu de temps en fait, à consacrer pour soigner, donc ce qu'on appelle le temps médical. Ils subissent une course à l'activité depuis la mise en place de la tarification à l'activité, et il manque aussi de reconnaissance, donc de reconnaissance en termes de qualité des soins et aussi reconnaissance en fait en termes d'implication, de motivation collective et individuelle. Et il manque aussi de perspectives d'évolution, parce que dans le secteur, en fait, il y a peu d'évolutions qui sont possibles. S'ajoute à ça, en fait, une historique rigidité du système de santé, parce qu'on retrouve, en fait, plusieurs cloisonnements entre le secteur de la vie, le secteur de l'hôpital, le secteur privé, le secteur public, mais aussi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, plus, en fait, un isolement des médecins de ville. S'ajoute à cela en fait des tensions financières qui sont croissantes et qui sont liées essentiellement au coût qui est très élevé en fait des innovations thérapeutiques, mais aussi à l'augmentation des maladies chroniques, comme je disais tout à l'heure, et qui représente en fait une part importante des dépenses en matière de santé. Et aussi, il y a un problème en fait d'actes inutiles et un problème de désorganisation en fait des parcours de soins. Donc tout cela fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un système de santé qui est inadapté. Et dans ce cadre, en fait, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie qui s'appelle Ma Santé 2022, qui vise à transformer profondément le système de santé à travers 5 chantiers prioritaires, dont le numérique. Donc c'est dans ce cadre-là que la e-santé va représenter une réelle opportunité pour répondre aux défis dont je viens de parler, essentiellement donc l'augmentation des maladies chroniques et des dépenses en fait en matière de santé. Donc on a déjà eu tout à l'heure une définition de la e-santé. Et donc parmi les composantes en fait de la e-santé qu'on voit dans ce schéma, la plus connue est la télémédecine. Donc ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et donc c'est une forme de
pratique médicale qui est définie par la loi, qui est clairement définie par la loi et qui va représenter aujourd'hui en fait une réelle en fait une réponse concrète à travers la mise en place d'organisations qui vont pallier aux failles du système de santé actuel. Et puis c'est la télémédecine. La télémédecine s'intègre dans le parcours de soins à distance. Comme monsieur tout à l'heure précisait, il y a 5 actes de télémédecine qui existent. Donc, je répète juste brièvement. Donc, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, notamment avec l'usage en fait des objets connectés, des applications mobiles de santé, la téléassistance et la régulation médicale. Donc aujourd'hui, la télémédecine en fait a de nombreux enjeux qui sont importants et très divers. Pour les patients, d'une part, parce que cela va leur permettre d'avoir une prise en charge en fait plus adaptée de leur maladie et surtout plus rapide, et aussi de les rendre acteurs de cette prise en charge, parce que quand on parle de télésurveillance par exemple, donc le patient il va lui-même recueillir des données, télétransmettre les données aux professionnels de santé, donc il devient acteur en fait de la prise en charge de sa propre maladie. Pour les professionnels de santé, cela va leur permettre du coup d'avoir une meilleure utilisation du temps médical. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément le temps parce qu'il manque de temps. Et puis, ça constitue une aide au diagnostic, à la décision, au suivi, mais aussi à la prévention en fait, de certaines pathologies. Donc pour les autorités de santé, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que oui, ça peut constituer en fait je pense que c'est monsieur en fait une solution au désert médical, mais du moins en partie, voilà. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de ma recherche, c'est de démontrer ça, et puis aussi de montrer en quoi en fait ces dispositifs de télémédecine permettent une optimisation de la coordination des prises en charge, notamment dans le cadre de pathologies chroniques, parce que comme je disais tout à l'heure, il nécessite un vrai travail de coordination entre les différents professionnels de santé. Et puis sur du long terme, cela permettrait aussi de réduire les dépenses du système de santé. Donc, depuis les années 2000, on va dire, il y a de nombreux travaux en fait autour de la télémédecine qui ont vu le jour dans différentes disciplines, notamment les sciences sociales, des études en sciences et technologies, en psychologie, en philosophie aussi. Mais pour ma part, en fait, je m'intéresse en fait dans le domaine des sciences de gestion. Dans les sciences de gestion, aux travaux issus en fait des champs de politique publique, parce que les pouvoirs publics se sont positionnés, envisagé la télémédecine depuis très longtemps comme étant une solution en fait qui va concilier entre les deux principes, donc qui sont la correction des inégalités d'accès aux soins, et aussi en fait il permettrait de rationaliser les dépenses du système de santé. Donc, dans des travaux de recherche, en fait, on souligne aussi le fait que, malgré l'échec de nombreux projets de télémédecine, les pouvoirs publics continuent quand même à impulser une dynamique dans la mise en œuvre de la télémédecine. Je m'intéresse également en fait au champ du management public, enfin le management des organisations publiques, parce qu'il faut préciser que il est très important d'abord je soulève des questions qui sont peut-être pas abordées dans nos disciplines, mais il est important aussi d'étudier, d'analyser le contexte organisationnel dans lequel va s'effectuer donc la mise en place des dispositifs de télémédecine, parce qu'ils vont s'insérer dans des organisations qui sont déjà présentes, qui existent déjà, et qui sont déjà constituées par un certain nombre de technologies, de processus, de pratiques, d'intérêts aussi, qui sont divergents. Donc il est important d'étudier donc le contexte dans lequel en fait vont
vont être mis en place les dispositifs de télémédecine. Il y a d'autres travaux de recherche aussi qui s'intéressent à la manière dont sont mises en lien donc, ces différentes organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ou du moins ils n'ont pas l'habitude de travailler dans le cadre de ces dispositifs de télémédecine. Et donc, il est intéressant de comprendre en fait comment s'articulent en fait les liens en fait entre les différentes organisations et ces acteurs. Et enfin, des travaux aussi s'intéressent en fait à la transformation majeure, je le disais au tout début de l'intervention, parce qu'il y a une transformation profonde au niveau des activités, des pratiques, mais aussi des relations entre les différents professionnels et les différents acteurs d'une manière plus globale, qui appartiennent en fait à une organisation qui participe à ces dispositifs de télémédecine. Et aussi, enfin, je m'intéresse aussi au champ en fait, du management des services, et plus particulièrement le management des services de la santé, parce que on sait que dans une logique de service, en fait, la participation, l'implication des usagers est très importante en fait, et nécessaire en fait, pour la production d'un service, ce qui est le cas en fait, d'un service de santé. Cela est d'autant plus avéré que dans le cadre des pathologies chroniques, le patient en fait, doit avoir un certain degré d'autonomie, en fait, d'autogestion. Donc, ce qui conforte en fait, cette logique en fait, de service et de participation des patients. Et les travaux aussi soulignent en fait, la manière dont les dispositifs de e-santé vont permettre en fait, d'émanciper, vont faciliter l'émancipation du patient. On parle d'ailleurs, en fait, je pense que M. Piatti peut-être en connaît bien, on parle quand même de concept d'empowerment du patient. C'est-à-dire que le patient, puisqu'il devient acteur, il est impliqué dans la production en fait, de ce service de santé, et ben, il va acquérir un certain pouvoir en fait, en ce qui concerne en fait, des décisions liées à sa propre santé. Et le statut du patient en fait, dans cette littérature, dans ces travaux, il va évoluer en fait, donc, vers un patient, on va parler de patient acteur, patient informé, patient expert, patient partenaire. Donc en termes d'appellation aussi, il y a une vraie évolution qu'on trouve au niveau de la littérature. Et donc, comme je disais au tout début, il y a beaucoup de promesses en fait, qui sont liées à la télémédecine, mais il y a aussi des questions qui sont soulevées, notamment en fait, les tensions qui sont liées à ces transformations dans les organisations de santé, notamment quand cela concerne en fait, l'autonomie dans la prise de décision des médecins, par exemple. Il y a aussi un bouleversement qui s'effectue au niveau de la hiérarchie existante et les rôles des différents professionnels de santé. Donc, ce qui pose en fait un problème d'acceptabilité, comme on disait tout à l'heure. Et ça a déjà été soulevé tout à l'heure, mais il y a aussi en fait une crainte de déshumanisation et de marchandisation de la médecine et de la relation patient-médecin d'une manière plus générale. Le débat actuel sur les arrêts de maladie en sont une preuve. Et enfin, donc, ça soulève aussi un problème de fiabilité, de confidentialité, de protection des données de santé. Oui. J'ai juste une question. Alors, oui. Bonjour. J'ai juste une question. Alors, j'ai peut-être pas saisi, mais vous dites que le patient va être acteur. Mais comme on disait, dans les campagnes, il y a de plus en plus il y a un vieillissement de la population. Et est-ce que déjà les patients sont toujours comment dire, est-ce qu'ils sont toujours dans l'état en fait de pouvoir prendre des photos et tout ça, et notamment est-ce qu'il y a un suivi justement pour les personnes âgées, parce qu'il y en a plein qui maîtrisent pas du tout les technologies. Donc tout à l'heure on parlait des infirmières qui pourraient être là, et puis là on dit que l'acteur il est patient, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Mais si le patient il est seul acteur, justement comment vous faites dans les zones rurales pour
pour qu'il y ait un suivi, pour les aider, pour qu'ils soient justement autonomes dans ces pratiques? Alors justement, quand j'ai parlé du patient qui devient acteur de sa santé, j'ai parlé notamment de la télésurveillance à travers les applications mobiles, les objets connectés qui permettent. Donc c'est vrai que le patient d'un certain âge qui n'a pas l'habitude d'utiliser la technologie va pas être concerné par cet aspect-là, mais c'est vrai que la question se pose. Ouais. Je me permets une nouvelle fois de prendre la parole pour essayer de répondre à votre interrogation. Ayant une expérience de télésurveillance, donc des insuffisants cardiaques graves, depuis presque 10 ans, et ayant inclus dans le dispositif Cardio-Auvergne un peu plus que 2000 patients, avec actuellement une file active d'un peu plus que 800 patients. Alors, il y a effectivement des patients qui ne peuvent pas parce que trop cognitifs, trop âgés. Bon. On insiste beaucoup lors des hospitalisations, puisque tous ces patients-là ont été hospitalisés, sur ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, on va essayer de leur apprendre à connaître un peu mieux leur maladie, les signes d'alerte et ce qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, lors de l'inclusion d'un patient dans ce dispositif, on va le rencontrer, lui et sa famille. Il n'est pas forcément tout seul au fond de sa campagne. Donc il y a sa famille. L'accès aux outils aujourd'hui, c'est pas très problématique. Vous savez, les tablettes, même des patients très âgés aujourd'hui savent se servir d'une tablette. Ça. Et puis, effectivement, dans le dispositif, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais va être très responsable l'infirmière du patient. Et dans ces pathologies chroniques, souvent, l'infirmière va visiter quotidiennement le patient, et puis son pharmacien, et puis bien sûr son médecin. Donc si vous voulez, c'est toute une chaîne. Et en fait, tout ça se passe très bien. Il y a très peu de patients qui ne peuvent pas avoir accès à ces nouvelles modalités de surveillance. Alors moi, je suis un adepte très convaincu, bien sûr. Je vous donne en quelques chiffres les résultats qu'on a obtenus, puisqu'on a diminué la mortalité de cette pathologie de 42%. Moi, je ne connais pas de pilule ou de technique qui permettent de diminuer la mortalité de 42%. On a plus que divisé par 2 la fréquence des réhospitalisations, et ce sont des patients qui habituellement venaient en moyenne 3 fois par an à l'hôpital pour des durées de séjour de 12 jours. On a aussi réduit les durées de séjour, si bien qu'au bout du compte, les économies qui sont engendrées par ce mode de prise en charge, qui ont été évalués par des organismes spécialisés et indépendants, moi je n'ai fait qu'ouvrir mes dossiers, ont été chiffrés à 4 200 € par patient et par an. Donc c'est effectivement une réelle économie. Vous l'avez dit tout à l'heure que ces nouvelles techniques permettraient des économies. Je fais juste une seule remarque. Votre synthèse est admirable. Je vous félicite. Elle est très 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 bien. Si vous le souhaitez, on pourra la commenter ensemble plus tard. Mais je voudrais juste faire une remarque sur le temps médical qui est gagné. Ceux qui nous gouvernent, Agnès Buzyn, s'étaient égarés un temps à dire que si les médecins gagnaient du temps médical, ils pourraient voir 20% de patients en plus. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut surtout pas ça. Au contraire, on voudrait bien gagner 20% de notre temps, mais pour consacrer ces 20% à un meilleur contact et à une meilleure relation humaine avec nos patients. Parce qu'aujourd'hui, le surmenage qu'on connaît tous fait que les consultations sont souvent un petit peu brèves, on va dire comme ça, pour ne pas dire expédiées. Je veux juste compléter, moi, sur un point. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu ce soir, et pourtant c'est ce qu'on fait quand vous faites vos 2000 patients en surveillance, c'est le mot accompagnement. Vous avez cité parcours de soins, et ça n'apparaît pas dans les textes publics. Et donc un patient, je suis la preuve, l'accompagnement c'est aussi bien son médecin, son kiné, ses proches, bien entendu, comme vous dites tout à l'heure, l'infirmière. Et je pense qu'aujourd'hui il faut raisonner aussi qu'il y a des nouveaux métiers à apporter. Là, je suis très clair là-dessus. Je pense aux infirmières qui nous suivent à nous dans le cadre de l'hématologie, des cancers en hématologie. Ils appellent ça les infirmières en pratique avancée.
qui travaille sous couvert de l'hématologue, qui permet, effectivement, elle a le droit de prescrire une prise de sang. Avec l'accord du patient, on peut voir le patient une séance sur 2. Si ça ne va pas, bien entendu, c'est l'hémato qui voit. Donc tous ces métiers-là, il va falloir les mettre en place. Et en plus, il y a eu des expériences à Lyon, à Toulouse, et ainsi de suite, sur des traitements anticancéreux, sur lesquels ils ont créé des systèmes d'assistance médicale en ambulatoire avec une infirmière, et on s'est rendu compte que le suivi pendant 1 an permettait d'augmenter la durée de survie. Donc à un moment, il faut savoir investir pour savoir ce qu'on veut aussi. Mais tout ça, j'appelle ça de l'accompagnement, docteur, hein, pour moi. On est tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord. Dans cette pratique de télésurveillance, on m'a parfois parlé de flicage. Mais pas du tout. Nous, c'est pas du tout ça qu'on fait. C'est exactement, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. Et le seul fait, effectivement, de guider le patient, de le conseiller, de lui dire aussi, là, il faut aller voir votre médecin parce que ça ne va plus, hein, eh bien, je vous dis, permet d'allonger la durée de vie de façon absolument considérable. Alors après, on rentre dans des débats philosophiques de notre domaine, hein, que je ne veux pas aborder, mais qui m'ont pourtant été opposés par l'assurance maladie. Hein. Ça permet de prévenir des hospitalisations. Absolument, je vous dis, on a plus que divisé par 2 la fréquence des réhospitalisations. Ce qui coûte cher dans la médecine, c'est l'hôpital. Hein. C'est l'hôpital. C'est pas le pharmacien, c'est pas le médecin, hein, c'est l'hôpital qui coûte. Oui, alors, si on veut parler du système de soins, il faudrait revenir à un petit historique. 1955, un monsieur qui s'appelait Debray, qui fait l'état des lieux. Il s'aperçoit que les hôtels-dieux sont dans un état de délabrement, sans compétences. La plupart des bons médecins sont dans le privé, dans des cabinets. Et donc, il crée un statut un peu spécifique pour faire venir ces médecins. Alors, évidemment, ils ne gagneront pas autant que dans certaines cliniques privées, mais peu importe, ils auront, en plus de ce statut, ils auront aussi une reconnaissance de grands patrons qui a été une façon d'attirer ces compétences dans les hôpitaux publics. Et c'est vrai que les hôpitaux publics ont beaucoup changé depuis. Ils se sont équipés. Aujourd'hui, les plateformes hospitalières, on a 23 CHRU, je crois, donc service hospitalier, donc hôpital universitaire. Donc, se sont équipés de plateaux techniques assez remarquable, évidemment. Cela étant, on n'est pas non plus dans des conditions merveilleuses pour différentes raisons, essentiellement budgétaires. Si on écoute la presse, il y a le trou de la Sécu. C'est une aberration de dire ça. Le trou de la Sécu, ça n'existe pas. Il y a un besoin sociétal qui veut que les gens ont un besoin de soins et d'un système de soins de qualité. Alors c'est vrai qu'on est passé d'un certain pourcentage, je ne sais pas si c'était 5 ou 6% du PIB, on est monté à 8 ou 9, on peut même monter plus haut, mais dans la mesure où c'est un besoin sociétal, que les gens le veulent, il n'y a pas de raison d'appeler ça un trou, c'est absurde. Donc il y a un besoin sociétal qui s'inscrit. Les hôpitaux, effectivement, coûtent cher. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent en charge la maladie lourde, avec des équipements de très très haut niveau, avec des gens de très grandes compétences. Et puis tout ça, ça a duré un certain temps, jusqu'au moment où un certain nombre de politiques ont dit « Bon, ça coûte trop cher, il faudrait diminuer le nombre de médecins, il faut baisser, il faut rendre l'hôpital plus responsable ». Il y avait peut-être des bonnes raisons, hein, je ne sais pas, mais objectivement, on a eu des vraies difficultés de gestion hospitalière avec des gestionnaires et non plus une vraie responsabilité médicale. Et donc, on a un système hospitalier qui est parti un peu à volo. Aujourd'hui, dans plein de services, c'est vraiment très, très, très difficile. Après, l'exercice de la médecine, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a les hôpitaux, il y a les cliniques. Souvent, les cliniques font ce qui coûte pas cher. Les gros traitements cancéreux qui coûtent très 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 cher sont faits essentiellement à l'hôpital. Les maladies chroniques les plus lourdes sont essentiellement suivies à l'hôpital. Donc l'hôpital, effectivement, a la responsabilité de ce qui coûte très très cher. Donc ça coûte cher. Mais globalement, ce système de santé, il a été admiré dans le monde entier. Quand on voyage, on s'en rend compte. Les compétences des médecins français est tout à fait admirée dans le monde entier. Ça c'était vrai, je ne suis pas sûr que ça perdurera, c'est un petit peu compliqué. Donc on a aujourd'hui un hôpital qui est dans une situation difficile et qui est aussi dans une situation difficile, on en a parlé avec les problèmes des urgences,
qui sont débordés. Pourquoi? Parce que effectivement, les médecins de ville travaillent plus de façon corvéable nuit et jour, que les systèmes d'urgence des médecins de garde s'opèrent essentiellement sur les agglomérations, moins dans les campagnes. Vous avez la MUAC, vous avez SOS Médecins sur Clermont, vous l'avez pas à Saint-Flour, vous l'avez pas à Aurillac, vous l'avez pas dans les campagnes. Donc c'est compliqué. Les gens vont pour des raisons sociétales et pas forcément médicales à 80% emboliser les services d'urgence qui sont dans un état de fonctionnement c'est là où on peut dire qu'il y a un vrai problème d'inadaptation, mais globalement, le système de santé français, il est quand même jusqu'alors encore un très bon système de santé, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de raisons. Féminisation du corps médical, avec des femmes qui veulent plus travailler nuit et jour, qui veulent pouvoir être à proximité de leurs enfants, qui veulent être à proximité des écoles, qui veulent être à proximité de la vie en général. Donc c'est compliqué, donc elles ne veulent plus majoritairement être à disposition de leurs patients en permanence. Elles veulent gagner leur vie, mais sans excès. Aujourd'hui, les médecins généralistes ne gagnent pas des fortunes, hein, loin s'en faut. Hein. L'image du médecin qui gagne beaucoup d'argent, c'est plus vrai, vraiment. Donc il faut faire attention à tout ça. Le problème des budgets, c'est un problème qui est aussi à voir. Et surtout, arrêter de parler du trou de la Sécu. Ça, il faudrait demander à la presse d'arrêter parce que c'est une aberration. Merci. Donc nous avions également une question à Monsieur David Piatti. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo, donc la téléconsultation pour être efficace pour soigner, pour le suivi des patients atteints d'une maladie chronique. Selon vous, le suivi des personnes atteintes de la leucémie lymphoïde chronique peut être facilité avec la téléconsultation? Ça, j'ai expliqué, il y a un autre système qui s'est mis en place tout à l'heure avec les hématologues. Alors après, il y a un suivi quand même par rapport... il y a une plateforme qui commence à se faire. C'est une plateforme uniplateforme, comme on dit aussi, qui effectivement, si le patient sent qu'il a un problème ou ainsi de suite, il transmet à la plateforme et la plateforme alerte le médecin. Là, ils ont fait un système en place pour les coins isolés. Donc je sais que sur Clermont, l'hôpital de Clermont, qui suit des patients qui sont éloignés, ainsi de suite, sont entrés dans ce système. Hein. Ça s'est fait dans plusieurs villes en France, c'est expérimental. Donc ça permet quand même, et l'alerte arrive au médecin en cas où ça dérape. Donc c'est une première chose. Sur le reste, c'est beaucoup, nous, en direct, soit avec l'hématologue, soit avec l'infirmière, en pratique avancée, je vous l'ai dit tout à l'heure, selon où vous en êtes. La vraie question qui est posée aussi, je ne vous le cache pas, parce qu'il y a aussi un coût, c'est l'observance des médicaments. Ce sont des médicaments à peu près, nous, un traitement 80 000 € par an, hein, un traitement anticancéreux, avec 3 cachets par jour, vous ne supportez pas, ou ainsi de suite. Il y a des gens qui arrêtent de plus en prendre. Donc c'est aussi là qu'il faut l'alerte avec le médecin, avec un système. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut communiquer, ou avec une infirmière sur place, ou son médecin généraliste quand on peut. Hein. Donc toutes ces questions-là sont importantes quand même, parce que... Mais je vous rassure, j'ai plus le nombre en tête, hein, mais je sais que les professeurs... du CHU Estin en hématologie, ont fait pour les gens isolés cette plateforme. Voilà. D'accord, merci. Donc nous allons vous reposer les 2 questions que nous avions posées au début pour voir si votre avis donc sur la télémédecine a changé, donc avec les pourcentages que nous avons fait. Donc on va remettre les questions, si vous pouvez donc répondre. Voilà, donc on les remet en ligne et on va comparer les résultats. Bonsoir. Je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est pas vraiment ça serait pas une fausse bonne idée en fait, la télémédecine, par exemple pour le type grippe ou gastro,
ça pourrait être remplacé par, on peut imaginer, par une intelligence artificielle et voire des robots, comme c'est en Chine où ils ont déjà un robot médecin. Du coup, est-ce que les robots pourraient pas justement être une solution à cette problématique? Vous pensez à Dr Watson? Oui, tout à fait, oui. Alors, Dr Watson, c'est un grand groupe informatique, IBM, qui l'a développé. Et Dr Watson rentre un monsieur dans la machine, il pose des questions et par une approche système expert, va arriver à des conclusions. Alors, c'est pas complètement idiot pour plein de raisons. C'est vrai qu'on peut très bien arriver à ça, à un moment ou à un autre. La difficulté, c'est qu'un patient, c'est pas simplement des réponses binaires et des réponses même multiparamétriques qui vont arriver à un résultat. La difficulté de la médecine, moi, quand je suis rentré à la faculté de médecine, je me souviens d'un des maîtres qui disait « la médecine est un art ». Alors, effectivement, aujourd'hui, la médecine s'appuie sur de la technologie, sur beaucoup de technologies, mais ça reste quand même... C'est pour ça que je disais que la médecine, pour moi, c'est un acte humain. C'est quelque chose qui fait que un médecin va avoir, à partir de plein d'indices, pas forcément tous pertinents, pas tous déterminants, va pouvoir arriver à des conclusions d'un diagnostic et choisir aussi des thérapeutiques qui pourra d'ailleurs modifier, adapter. Alors, puisque vous parlez de ce problème de robots, il faut faire un petit historique des systèmes experts. La France d'ailleurs a été très bien placée dans les années 55-60 avec le développement des systèmes experts. Il y a eu Internist aux États-Unis, il y a eu Sphinx en France, qui était justement sur le diabète. Ça avait été développé à Marseille. Et donc ces systèmes experts, malheureusement, n'ont pas bien marché à l'époque parce qu'ils s'appuyaient sur une technologie informatique qui n'était pas du tout suffisamment développée et qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Les micro-ordinateurs sont arrivés dans les années 70. Donc 60, il manquait 10 ans, et aujourd'hui, on pourrait, dans votre smartphone, vous avez plus de puissance que les ordinateurs qui étaient utilisés à l'époque pour faire tourner les systèmes experts. Alors, vous savez, quand on veut travailler sur des systèmes d'automatisation, de décision sur différents paramètres, eh bien, il faut s'appuyer sur des choses qui soient extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Mais l'impatience, c'est un système multiparamétrique. C'est comme la météo. On peut la prévoir, mais on a peu de chances d'être sûr de voir ce qu'on va voir. On peut s'appuyer sur l'expertise, sur l'expérience, sur les années, sur tout ça. C'est quand même très compliqué. On est dans un système multiparamétrique. C'est difficile, c'est extrêmement difficile. Moi, personnellement, si on m'offrait la possibilité d'aller me mettre dans Dr Watson, je vois pas l'intérêt. Je préfère aller voir un médecin. Ils sont pas tous infaillibles, ils sont pas tous parfaits, mais ils ont des compétences, ils ont appris des choses, et ils savent gérer un individu ou pas, mais dans la majorité des cas, ils savent le faire beaucoup mieux qu'une machine. Une machine, elle pourra arriver à des décisions, mais ces décisions... elles seront à 80% bonnes dans les cas les plus simples. On parlait tout à l'heure de deux pathologies, la grippe et la gastro. Paradoxalement, il y a plein de gens qui parlent de grippe, ils connaissent pas la grippe, ils l'ont jamais eu. La grippe, mais grippe et gastro, enfin surtout la gastro, c'est assez facile, hein, les symptômes. Donc c'est assez. Mais bon, il y a différents types de gastro aussi, donc c'est pas si simple que ça. Donc la mécanisation sans intervention humaine, encore aujourd'hui, ça me semble encore difficile. Et donc Dr Watson, j'y crois pas du tout. Je me suis permis de leur dire d'ailleurs à une réunion à Paris, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors moi aussi j'ai une petite question pour vous, Monsieur Jean-Yves Bois. Je ne sais pas si ça existe déjà ou pas, mais faudrait-il inclure des cours spécialisés en télémédecine dans le cursus des médecines? Pas encore. Alors, il existait un module qui s'appelait le C2I métier de la santé,
qui avait été rendu obligatoire dans le cursus d'enseignement. Et donc C2I, c'était un certificat d'informatique et Internet. Donc en fait, ce certificat était obligatoire et toutes les facultés de médecine devaient le mettre en œuvre. À Clermont, on avait mis en place le C2I premier niveau, qui est un système d'apprentissage en informatique. Il y a le B2I dans le lycée, je pense que vous êtes tous passés par là. Le C2I, il a été développé après premier niveau dans les premières années de fac. Je ne sais pas si vous avez eu droit. Je sais que sur l'université d'Auvergne, on l'avait développé. Et le deuxième niveau, moi je l'ai développé avec mes collègues au niveau national, mais c'était normalement obligatoire de l'inscrire. Après, il fallait des moyens, et moi je suis tombé sur des doyens qui ne s'intéressaient pas forcément au problème de l'informatique, à part de textes qui s'y intéressaient, les autres en avaient que faire. Et donc ça les intéressait pas. Il fallait des moyens pour créer au moins une salle équipée, etc. Donc ça s'est jamais fait, et pourtant on avait tous les moyens d'apporter ces compétences aux étudiants. Alors j'avais moi un module optionnel dans lequel les étudiants venaient une quarantaine d'heures, et donc les étudiants de médecine, pharmacie ou d'autres, d'ailleurs d'autres disciplines, odonto, etc. venaient, et j'avais donc sur 40 heures une introduction à toutes ces technologies, à toutes ces approches, mais ça restait quand même assez minimal, quoi. Ok, merci. Il y a des facultés qui ont organisé un enseignement. Il y a certaines facultés en France récemment, depuis peu, mais Bordeaux, Montpellier a un enseignement de télémédecine. Juste un mot, si tu me permets, Jean-Yves. Je crois que sur l'exemple cité et grippe gastro, moi aujourd'hui, j'irai voir mon pharmacien pour ça. Oui. Et je pense que clairement, si on admettait pouvoir faire une délégation de tâches, je pense que le pharmacien, aujourd'hui, est tout à fait qualifié pour vous donner le bon traitement de ces pathologies-là. Alors, quant à l'usage que l'on fera de l'intelligence artificielle, je crois qu'aujourd'hui, déjà, des systèmes experts, et moi j'en ai développé un pour la surveillance des insuffisances cardiaques, nous rendent les plus grands services. Donc, l'aide au diagnostic, l'aide à la prescription, mais je modère mon propos. J'ai dit aide au diagnostic, aide à la prescription. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais, comme tu l'as dit, à une certitude, jusqu'à la voix de synthèse qui va vous dire « Monsieur, vous avez un cancer et vous ne verrez pas Noël ». Ça, c'est pas envisageable. Un instant, c'est pas possible. La présence humaine et tout l'accompagnement, justement, humain, va, à mon sens, devenir la chose peut-être la plus importante, puisque les ordinateurs feront le reste, peut-être. Je voudrais dire un mot aussi sur un élément qui est, contre lequel moi je suis intervenu auprès de l'ancien ministre de la Santé, puisqu'on m'a demandé mon point de vue, je l'ai donné, sur le problème de la gratuité des soins dans les médicaux, dans les cabinets médicaux. Et personnellement, je suis contre. Et je suis contre pour deux raisons. La première, c'est que je pense que les patients doivent être responsables, même si c'est remboursé après. Ils font un acte de paiement. Aujourd'hui, on a une perte complète de respect. Dans les cabinets médicaux, je peux vous assurer, je connais beaucoup de médecins, jeunes médecins, j'ai eu quand même beaucoup d'élèves. C'est le manque de civisme est poussé à son extrême. Ça devient impossible. Dans les hôpitaux, aux urgences, les gens se croient n'importe où. La gratuité des soins rend la chose sans valeur. C'est-à-dire que ne pas payer, ça veut dire que ça vaut rien. Ça veut dire que vous y allez et vous êtes là comme si vous étiez chez votre marchand de patates et vous voulez des patates. Et entre autres, un arrêt maladie. Eh bien non, c'est pas ça la médecine. Et je pense que les politiques se trompent en faisant cela. Et je me suis permis de le dire, je l'avais écrit, c'est dans un article qui a été publié par le ministère des Affaires sociales, parce qu'ils n'ont pas enlevé ma phrase, mais globalement, je pense que c'est une aberration de faire ça. Alors Manon, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les pourcentages? Oui, alors du coup pour la première question, il y a plus de réticence à la télémédecine qu'au début de la conférence. Donc voilà, les personnes ont changé d'avis. Donc maintenant on va voir pour la deuxième question. Donc si vous pouvez également répondre, on va voir s'il y a un changement.
tout le monde a répondu, c'est bon. Ah, ça bouge encore. Donc la conclusion est à peu près la même pour cette question qu'au début de la conférence. Au début de la conférence, il y avait 45% de oui et 55% de non. Donc c'est à peu près similaire. Donc voilà, pour cette question, il n'y a pas eu beaucoup de changement d'avis. Voilà. Alors juste avant de faire la conclusion de cette conférence, j'ai une petite question qui se répète sur le WooClap. Selon vous, ce dispositif n'engendre-t-il pas un oubli du facteur humain et de la dimension psychologique d'une consultation? C'est une question qui s'est répétée. Je répète, selon vous, ce dispositif n'engendre-t-il pas un oubli du facteur humain et de la dimension psychologique d'une consultation? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la crainte, c'était aussi dans votre conclusion, c'est que est-ce que ce système ne va pas déshumaniser la consultation? C'est un risque. C'est un risque. Voilà, d'accord. Je vais donner un exemple, parce que là, effectivement, on ne parle pas de téléconsultation, on parle de télémédecine en général, par exemple, les télésurveillances, etc. On a parlé aussi des personnes âgées. Alors moi, j'avais été en responsabilité d'un gros programme européen qui était justement sur l'environnement des personnes âgées pour les maintenir à domicile et la surveillance des pathologies graves qui s'en suivent, ou des chutes, etc. Au départ, ce programme avait été lancé et il était lancé auprès des équipes d'informatique et des médecins, gériatres, etc. Et en fait, tous les programmes qui avaient été développés ne fonctionnaient pas, justement parce que la prise en charge de l'acceptabilité des patients n'avait pas été mesurée. Et ça a fonctionné, ce programme. Moi, quand je suis arrivé, j'étais pas le seul à m'en rendre compte, mais les Espagnols s'en étaient très bien rendus compte au niveau européen. Et ils avaient introduit dans la boucle des cogniticiens, c'est-à-dire des spécialistes des sciences cognitives. Et à partir du moment où on a introduit des psychologues et des gens comme ça dans le circuit, on a travaillé sur l'acceptabilité des patients. Je vous prends un exemple. Un patient, le nombre de chutes est un indicateur du vieillissement d'un patient. Donc surveiller les chutes et la fréquence des chutes ou essayer de prévenir les chutes, c'est un élément qui peut être extrêmement important. Évidemment, on peut mettre des capteurs partout, c'est facile. La technologie aujourd'hui, et puis surtout avec les fibres, ça va être avec des vitesses très rapides, on peut surveiller tout. Mais le problème, c'est que les patients, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des caméras dans leurs toilettes, dans leur douche, dans leur cuisine, ou etc., ou un accéléromètre au poignet, etc., etc. Donc, un psychologue, un cogniticien va travailler sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour pouvoir mettre en œuvre toute cette étape d'acceptabilité des outils. Au niveau des systèmes de soins, on parlait tout à l'heure du système privé et du système public. J'ai un exemple à Armentières, près de l'hôpital de Lille. La connexion entre un hôpital public et une clinique qui était compliquée. On avait mis donc des grosses fibres pour faire les liaisons informatiques. Et puis les médecins des deux côtés n'échangeaient pas. Et on ne comprenait pas pourquoi. On a mis des psychologues, ils ont travaillé, ils se sont rendus compte que ne serait-ce que les échanges de mails ne fonctionnaient pas avec les mêmes opérateurs, ils ne fonctionnaient pas avec les mêmes procédures. Et à partir du moment où ils ont mis en place des procédures communes, réfléchies, intelligentes, le système a fonctionné parfaitement entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour répondre à ces questions par rapport à ces aspects psychologiques. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, la conférence touche à sa fin. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à y assister. Nous remercions également toutes les personnes nous ayant épaulés pour réussir à l'organiser, spécialement notre tutrice, Madame Rochette et Monsieur Cassière, qui nous ont aidés durant toute l'organisation de notre conférence dès le début. Chance, vous aviez des gens qui savaient de quoi il parlait et c'est bien que Jean Cassagne soit là parce qu'il est très pertinent, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le terrain depuis très longtemps en cardio, c'est une spécificité de
télésurveillance, etc. Il parle de téléconsultation. Je ne savais pas que la loi avait été changée, donc c'est bien, je l'ai appris ce soir. Donc la loi, le décret d'application de Pierre Simon qui avait été fait a été modifié. Et effectivement, maintenant, il s'inscrit dans le parcours de soins, ce qui permettra d'en faire. Mais je ne suis pas sûr que les médecins aient vraiment envie de rentrer là-dedans. On verra avec le temps. Cela étant, c'est pas ça qui va régler le problème de la désertification. Mais en ce qui concerne notre organisation, je trouve ça très bien. Le fait de débriefer après comme ça aussi, c'est très, très bonne idée. Et donc, ça fait très professionnel. Continuez comme ça.